Bonsoir tout le monde. Ravi de vous retrouver depuis le village de Madière dans les Cévennes, où je poursuis mes vacances. Village dont j'aurai l'occasion de vous parler dans une des prochaines conférences de traverse parce que, évidemment, et tout comme par hasard, c'est une de ces communes qui vous adopte rapidement. Donc, en plein processus d'adoption, je vous raconterai ça. Je vais essayer de vous raconter un petit peu les profondeurs. Vous devez avoir en fond de bande sonore la Vis, qui est une rivière charmante remplie d'écrevisses américaines au travail, en train de continuer de forer son chemin dans la roche. Chemin d'ailleurs en quelque sorte de la France à l'Espagne. Enfin bon, on y reviendra dans une conférence de traverse à ce sujet. Aujourd'hui, je voulais poursuivre nos aventures et puis les conférences de traverse que je vous lis par une petite conférence, elle est toute mignonne, que j'ai intitulée En voiture Simone, parce que l'autre titre c'était L'encastré, et l'encastré, l'apostrophe encastré, c'est moins joli. Voilà. Euh, Toute petite parenthèse, je constate en ce moment qu'il y a de nombreux nouveaux abonnés sur la chaîne. Bon, bah, c'est charmant, soyez les bienvenus. Euh, Simplement, ça m'intrigue. Donc, si vous pouviez avoir l'extrême générosité et sympathie de bien vouloir, quand vous arrivez, laisser un mot en entrant, je veux dire par là, oui, c'est ça, laisser un petit commentaire pour que bah, j'ai une idée quoi, de qui est ce public devant lequel je cause, ça serait tout à fait sympathique. Voilà. Maintenant, on bascule sur la conférence de traverse, toujours bricolée avec les moyens du bord. Euh, Comme vous l'avez bien compris, j'ai aucun moyen pour tourner, je fais ça un petit peu à l'arrache. Mais on continue. Alors, en voiture Simone ou l'encastré. Je vous dois un aveu avant de commencer cette conférence. Je hais les voitures, d'une haine immense, presque physique, atavique, ancienne. Je les ai toujours détestées. Bon, cette haine est un petit peu banale dans le corps des intellos français, c'est pourquoi je ne mettrai pas des tartines sur cette haine, mais juste ce qu'il faut. Les voir si nombreuses, si banalement omniprésentes et nécessaires me désespère. Penser à cette puissance délirante, mise au bout des orteils de n'importe qui, me donne le vertige. Penser que le trémoussement d'un petit peloton rabougri peut déclencher dans un vrombissement de moteur assez de puissance pour écrabouiller un passant, me laisse sans voix. Entendre parler de liberté au sujet des voitures me désole quand le système routier est un champ de contraintes et puis un impôt contraint pour tant de gens. Oh, vertige de l'autoroute, avec ces monstres de tôle qui semblent flotter à 130 km/h. Rien de plus prévisible et mécanique qu'un automobiliste, dans le fond. Et le pire, c'est qu'on est souvent réduit à en avoir besoin, tant le pays est fait pour ces abominables tonnes d'acier, mobiles, dévoreuses de pétrole, de vie, de paysages, et pour lesquelles, comble de l'absurde pour l'imaginaire libertaire et viriliste de nombreux automobilistes, il faut un permis. Mais, mais, un ouvrage qui a l'ambition de décrire la France, quelle que soit l'optique ou la traverse, se doit de mentionner par quelque aspect l'empire de la voiture. Non pas les gigantesques infrastructures autoroutières, les pays couverts de bitume, les macrosystèmes techniques qui président les flux de circulation automobile, non, mais du point de vue du quotidien de l'automobiliste, de la sacro-sainte bagnole, de l'empire de tuture sur nos vies. Certes, j'aurais dû écrire tuture premier sur nos vies, ou titine première. Certes, on a façonné la France pour faire des automobilistes, mais parallèlement, les Français, les Françaises ont façonné le pays en construisant leur choix et leur vie, en plaçant au centre de leurs décisions leur voiture, ce qu'elle permet, le coût qu'elle représente, son entretien, etc. À un extraterrestre qui débarquerait en France, on pourrait presque présenter la voiture des Français comme une maison mobile. On est chez soi dans sa voiture, on la repeint, on la rénove, on y mange, on y boit, de moins en moins.
On y téléphone, on y met sa musique, on y a des petits rituels, des petites habitudes. On la prend avec des tailles différentes selon qu'on a 1, 2, 3 enfants, etc. En plus d'être un petit chez-soi mobile, c'est presque une partie du corps des automobilistes de nos belles contrées. Et c'est cela que je veux illustrer aujourd'hui. Alors avant que je l'illustre, tout le monde en a une connaissance, à regarder la manière dont on réagit de manière immédiatement viscérale quelqu'un dont on a effleuré la voiture ou égratigné la voiture. C'est comme si le corps était touché, quoi. Mais là, j'ai envie de faire un exercice un peu à contre-emploi et de vous parler d'une histoire plutôt sympathique de voiture qui devient quelque chose comme un exosquelette, comme la seconde peau d'une petite dame, que je vais vous présenter incessamment sous peu. Nous nous projetons, dans cette conférence de traverse, à Plouguerneau, au nord du bout de la Bretagne, par un jour d'été, au milieu des accapantes et hortensias de circonstance, parmi les fermes, les pintilles, les longères, et des maisons plus communes. Bien, c'est le Finistère. Du côté de l'Ilia, c'est un quartier de Plouguerneau, Plouguerneau donne sur la Manche. L'île Vierge n'est pas loin. C'est beau et ouvert. Nous entrons dans une maison. Dedans, nous retrouvons Madame D. Évidemment, elle ne s'appelle pas Madame D. Bon. Madame D a 80 ans. Elle vit avec son mari dans cette maison qu'il a vue naître. Suite à une fracture et 2 chutes l'an dernier, ses épaules ne lui permettent plus de cuisiner, de faire les courses, de faire le ménage, d'entrer et de sortir de sa voiture. Elle est rouillée, coincée, grinçante de partout. La vie n'est plus tellement simple quand on ne peut pas attraper une cafetière. On ne peut pas lever les bras comme ça. Voilà. Elle est équipée d'une prothèse à une épaule et l'autre épaule la fait cruellement souffrir. Elle s'en plaint régulièrement pendant l'entretien, mais d'après elle, elle n'est pas prête à engager d'autres soins, une autre prothèse, etc. Ancienne agricultrice, donc de 80 ans, elle ne peut plus faire son potager comme avant. Elle marche avec une canne et beaucoup de difficultés. Ses enfants sont loin et ses petits-enfants viennent peu. Elle est bien seule. Elle ne peut compter que sur une, entre guillemets, c'est pas comme ça qu'elle dirait, une auxiliaire de vie, financée par la municipalité pour faire son ménage. Elle peut compter aussi sur son mari pour faire les courses, mettre le linge au fil, débrouiller les petits travaux ménagers. Elle le décrit comme les bras forts du domicile. En échange, il peut s'acheter ce qu'il appelle ses petits plaisirs, c'est-à-dire acheter de l'alcool et boire à petites goulées, décidées ces derniers jours. En d'autres termes, elle le laisse boire en échange de ses bras forts. Elle peut surtout compter sur ses amis pour boire des jus, c'est-à-dire des cafés, et sur sa voiture qui l'amène là où ses jambes ne peuvent plus l'amener. Toutefois, l'encastrage et la sortie de sa voiture, le désencastrage, peuvent prendre jusqu'à une demi-heure chacun et se révèlent de plus en plus douloureux. Et hop, une petite faute de frappe au passage. Comme sa voisine, dont je vous parlerai dans une autre conférence, comme donc Madame Mi, Madame D a gardé une très modeste activité dans la ferme. Elle ne fait plus le potager, mais elle a 3 poules. Elle lit dans le jaune des œufs ce qu'il faut donner à manger aux poules, par exemple des trèfles. Alors je lui demande quel est son passe-temps. Madame D nous dit « Je sais pas où je le passe, je le vois pas passer. C'est vrai, moi je suis plus rapide. C'est vrai, je suis pas rapide, j'ai ma canne, j'ai une prothèse, je suis handicapé. Je suis tombé, j'ai une fracture au pied, j'ai mis un plâtre pendant 45 jours, mais le plâtre était mal mis, je suis retombé, j'ai une fêlure à l'aine. Je me suis cassé le poignet, j'ai eu de la morphine, j'ai pas senti que j'avais mal à l'épaule, mais maintenant je sais. » Selon Madame D, la chute n'a pas changé grand-chose à son quotidien, mais elle a maintenant une sciatique qui s'ajoute à ses douleurs à l'épaule, elle a du mal à s'asseoir, à s'encastrer dans sa voiture ou à sortir. En revanche, elle apprécie le fait de pouvoir encore conduire sa voiture de manière autonome. Grâce à ça, elle se sent handicapée à moins de 50%. J'ai pas le droit de me plaindre, qu'elle dit. Je peux conduire, je peux tout tripoter, mais pas à la hauteur. Elle lève ses bras et s'arrête à la hauteur de sa poitrine. Elle ne peut plus lever les bras plus haut. Madame D n'a pas demandé d'aide. Demander où ou quoi? Oh là là, ils sont tellement gâtés à l'heure actuelle. Ils veulent pas donner de carte de handicap. Oh non, nous, on n'aurait même pas idée de demander.
Moi, je suis encore autonome parce que j'arrive à me débrouiller, j'arrive à faire à ma douche. Elle se sent seule et malgré son mari, dit vivre seule. Marrant, elle dit qu'elle vit seule alors qu'elle vit avec son mari. Et affirme qu'elle n'a personne pour l'aider à son domicile. Un de ses fils habite dans une ferme à proximité, mais aujourd'hui, attendre des jeunes, j'ai pas ce soir. Hein. Madame D exprime, malgré sa pudeur et sa discrétion, beaucoup de résignation. Elle ne lit pas, elle ne fait pas de mots mêlés, elle pense qu'elle doit faire de l'exercice, mais n'en fait pas. Le jardinage prend du temps, prend trop de temps, et elle ne peut plus se baisser parce que son dos la fait souffrir. De manière générale, les lenteurs impliquées par son handicap semblent colorer son quotidien de manière irrémédiable. S'habiller prend un temps considérable, de même que monter dans sa voiture. On remarquera que les deux activités chronophages évoquées, s'habiller et monter dans sa voiture, sont relatives au départ, à ce qui lui permet de se projeter loin de son domicile. Elle souhaite faire quelque chose pour son bras, elle me dit non, elle ne souhaite pas, elle est trop âgée. Elle veut seulement conduire et tripoter. Pour ce qui est de la cuisine, elle ne fait plus rien, parce que notamment dès qu'il faut soulever un couvercle ou déplacer une cocotte, de demander à son mari au bras fort. Et puis voilà, elle est trop habituée, elle veut plus rien changer à tout ça. Bon, pour les soins, en fait, elle fait confiance à personne. En ce qui concerne les rebouteux, contrairement à ses voisines, elle n'en a jamais vu. Et elle fait pas non plus vraiment confiance aux médecins. Et elle n'aime pas être malade et ne veut pas en parler. Évidemment, ces problématiques de santé lui posent des soucis d'argent. Hein. Pour l'argent, on n'a pas les moyens de comprendre, on n'a pas les moyens de contrôler, on n'y comprend plus rien. Des fois, on est remboursé avant, des fois, on est remboursé après. Et puis, sans mutuelle, on ne peut pas. Alors, qu'est-ce qui la tient? Interrogée sur la question, Madame D répond du tac au tac que ce qui la tient, c'est la possibilité de conduire sa voiture et d'aller boire des jus avec ses amis. Et c'est là qu'on en vient à l'engin. Il faut la voir entre chaque maison où elle fait une pause pour rencontrer une amie, prendre une demi-heure pour entrer dans l'engin et une demi-heure pour en sortir. Ce n'est plus une voiture mais un sacerdoce. Elle se plie, elle se contorsionne, elle tremble, elle place méticuleusement ses mains d'abord sur la portière, puis sur l'appui-tête, puis sur le volant, puis les hanches opèrent une rotation périlleuse et des bascules infinitésimales. Et de bascule infinitésimale en bascule infinitésimale, à la fin, elle s'encastre. Dans l'habitacle et pendant le trajet, ces tripotages, c'est-à-dire les mouvements menus et hésitants de cette grand-mère, lui permettent de se déplacer. Elle et sa tonne de tôle à travers le pays. La voiture forme ici comme un exosquelette qui lui permet de rejoindre ses amis et ainsi de ne pas perdre goût à la vie. Elle cahote de maison en maison et se désencastre 2, 3, 4 fois par jour, reprenant toujours le même rituel pour laisser derrière elle cette espèce de chaise roulante à essence. Chaise roulante à essence, pardon. Et sous les roues secourables de son allié automobile, des routes qui parcourent le pays. Une infrastructure qui, pour une fois, est tout adaptée pour son handicap. De là à dire que ce réseau routier est un réseau pour handicapés ou pour un certain genre de handicap, il n'y a qu'un pas. Eh bien, faisons-le. Marchons, voulez-vous? Et moi, sur ce, je vous dis la semaine prochaine. La semaine prochaine, tenez, je vous raconterai l'histoire de la voisine de Madame D, Madame Mi. Et vous allez voir, c'est un tout autre numéro. Et puis, donc on restera dans le pays de Plouguerneau. Et puis, la semaine d'après, très probablement, je vous raconterai une histoire bien incisive depuis l'endroit où je suis. Voilà. Et sur ce, salut tes joies!